Bonjour, bienvenue dans la dernière vidéo de cette année. Le but de cette vidéo pour nous, c'est de vous parler. Vous parler de tout ce qui s'est passé cette année, de tout ce que vous ne deviez pas rater, mais peut-être aussi apporter un tout petit peu plus de transparence, expliquer pourquoi on continue de faire du contenu en français, parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'un des plus gros doutes chez nous, et globalement vous donner un peu les clés en main pour commencer l'année 2026, expliquer un peu notre vision du marché crypto en général sur le long terme. Comme vous voyez, j'ai oublié mes micros, donc il faudrait que j'enregistre ça avec mon téléphone. Mais c'est parti. Alors déjà pour commencer, il faut dire que l'année 2025 a été l'une des plus compliquées pour les investisseurs crypto. En fait, d'un côté, on avait l'administration américaine qui était très pro-crypto. De l'autre côté, on s'était débarrassé de Gary Gensler qui, depuis plusieurs années, régulait un peu à sa guise l'industrie sans véritablement essayer de discuter avec les acteurs de cette industrie. À côté de ça, ça n'a jamais été aussi facile d'acheter de la crypto. Il y a quelques années, vous deviez passer par des exchanges un peu douteux. Il n'y avait pas de KYC, vous ne saviez même pas si vous alliez recevoir des fonds. Et c'est ce qu'on a vu cette année avec l'exchange qui s'appelle Mexi, qui enfrise des fonds de plusieurs milliers d'utilisateurs qui étaient bloqués sur la plateforme. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est pas le cas. Pourtant, on a traversé une année qui était tout simplement catastrophique. Et pour essayer de comprendre un peu cette année, je pense qu'il faut revenir aux bases et essayer de commencer par le Bitcoin. On va commencer par ça parce que c'est au final la crypto-monnaie qui est différente des autres et qui a une année quand même qui était très mitigée, on va dire. La première chose à dire sur le Bitcoin, c'est qu'il clôture son année, donc j'enregistre cette vidéo le 31 décembre, on est aux alentours de 88 000 $, en dessous de là où il a commencé cette année. Pourtant, encore une fois, on a eu les ETF crypto, on a eu Michael Saylor avec Strategy qui ont acheté des milliards de dollars de Bitcoin. On a eu l'intérêt quand même de certains particuliers pour s'exposer aux crypto-monnaies et pourtant, le Bitcoin n'a pas eu une année qui était excellente. Certes, à un moment, il a dépassé les 120 000 $, on est allé à 126 000 $ de mémoire, mais sur l'ensemble du marché, le sentiment des investisseurs est assez catastrophique, on peut se le dire. En fait, au-delà de la performance de Bitcoin, c'est-à-dire l'explosion de prix, comme dans les bull runs précédents qu'on a eu, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une année de transition. C'était une année de transition pour le Bitcoin parce que on a enfin dissocié l'industrie crypto du Bitcoin. L'industrie crypto reste une industrie qui est très spéculative et même si le Bitcoin reste la première crypto-monnaie, aujourd'hui, il rentre dans une nouvelle catégorie. Et c'est ce qu'on va appeler un asset qui est macro, un actif macro, si on doit le dire en français. Ce qui veut dire que en fait, le Bitcoin n'est plus uniquement régi par la liquidité qu'il y a dans l'écosystème crypto, mais plutôt par l'intérêt que les institutionnels ont pour s'exposer au Bitcoin. Et à côté de ça, les événements, en fait, dans le monde entier, qui vont définir vers où va le cours des autres actifs, comme la bourse, comme les métaux précieux, et comme du coup le Bitcoin. Et là, je vois déjà des gens venir répondre à ce que je viens de dire par « Oui, mais regarde, la bourse, elle est à son ATH, les métaux précieux sont leur ATH, que ce soit l'or, l'argent, même le palladium. Pourquoi le Bitcoin n'a pas connu la même hausse ?» Il y a quelques semaines, je me suis entretenu avec Eric Balchunas, qui est l'analyste senior des ETF chez Bloomberg, et il m'a fait une comparaison que j'ai beaucoup aimée et que j'aimerais reprendre ici. C'est l'industrie crypto pour lui, c'est comme la planète dans Interstellar. Lorsque tu vas dessus, le temps passe beaucoup plus vite là-bas que sur Terre. Et l'industrie crypto a été très habituée de vivre sur cette planète où on a des hausses paraboliques, on a des baisses tout aussi paraboliques. Et en fait, la volatilité, c'est ce qu'on attend de l'industrie crypto, mais on l'attend surtout à la hausse. Lorsqu'on se rend compte qu'en 2 ans, il a fait un quasi x3 sur l'explosion de son cours, c'est aussi normal d'avoir une année où tout ne se passe pas comme prévu. C'est normal d'avoir une année où il y a une sous-performance d'un actif qui a performé pendant toutes les années précédentes. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette analogie et un peu cette réflexion que Eric il a, qui a quand même beaucoup plus d'expérience que moi, qui, je pense, est plus intelligent que moi aussi, c'est que on doit réaliser que si le Bitcoin est un actif macro, on n'aura plus la même expérience que ce qu'on avait avant
dans les cycles précédents. Aujourd'hui, le Bitcoin a une narrative qui est assez claire aux yeux de la finance traditionnelle, c'est que c'est l'or numérique. Et lorsque vous regardez l'or sur les dernières années, en dehors de 2025, il est resté relativement au même niveau, avec des petites hausses, des petites baisses, etc. Mais il est resté assez flat, on va dire. Si le Bitcoin c'est réellement l'or numérique, c'est aussi normal d'avoir des années où il sous-performe les autres actifs. Et je pense que c'est aussi une réalité à laquelle il faut qu'on se fasse, c'est que peut-être que on a besoin de devenir plus mature, tout comme l'industrie l'est devenue, dans notre façon d'investir, dans notre façon d'approcher le Bitcoin et dans notre façon de le voir. Et ça, c'est terrible de le dire parce que pendant plusieurs années, je me suis pris la tête avec des maximalistes parce que j'adorais Ethereum, j'adorais les altcoins, mais au final, c'est ceux qui ont eu raison cette année et globalement les 3 dernières années. Maintenant qu'on a établi ça, on peut parler des autres crypto-monnaies comme Ethereum ou les autres altcoins qui, eux, pour le coup, ont une performance qui était non seulement corrélée au Bitcoin, mais uniquement à la baisse. Mais en plus de ça, une sous-performance globale de l'ensemble des marchés financiers. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut réaliser et pouvoir enregistrer et tirer des conclusions de tout ça. Globalement, si le marché des altcoins, on devait le résumer cette année, lorsque le Bitcoin monte, les altcoins baissent. Lorsque le Bitcoin baisse, les altcoins baissent. Certes, on a eu quelques performances sur de très courtes périodes. On a eu Syrop de Maple Finance, on a eu Ethena avec son ENA qui a performé pendant plusieurs mois. On a eu Euler, on a eu Pendle, on a eu AAV. On a eu quand même quelques altcoins qui ont réussi à sortir la tête de l'eau, mais au final, quand on finit l'année, leur performance reste assez catastrophique par rapport au reste du marché. Et le marché des altcoins, moi je le vois un tout petit peu différemment maintenant. C'est que on va avoir 2 catégories. On va avoir d'un côté la catégorie des protocoles, donc ce sont les applications décentralisées qui sont construites sur des blockchains. Et de l'autre côté, on va avoir les coins ou les tokens qui représentent les différentes blockchains sur lesquelles les applications sont construites. On va commencer par les protocoles parce que je pense que c'est beaucoup plus simple à expliquer dans la vision que j'ai par rapport à ce marché-là. Et ensuite, on va aller plutôt du côté de l'infrastructure, donc du côté des coins. Ce qu'il faut comprendre avec les applications décentralisées ou les protocoles, c'est que ce sont les applications crypto qui génèrent le plus d'argent. Les blockchains génèrent en général très peu d'argent. Donc lorsqu'on doit évaluer le potentiel d'un protocole, on va regarder les revenus qu'il génère et ce qu'il fait avec ces revenus. On va regarder est-ce qu'il a ce qu'on appelle un product market fit, donc la place et quel problème en fait il résout. On va regarder qui est l'équipe derrière, on va regarder les tokenomics, on va regarder les émissions de ces tokens-là pour essayer d'avoir un semblant de la valorisation. Donc là, on va utiliser des indicateurs un tout petit peu plus de la finance traditionnelle, comme le PE ou le PS, pour essayer d'établir une certaine valorisation pour ces tokens-là. Et donc, lorsqu'on va prendre ces indicateurs de la finance traditionnelle, on va se rendre compte que la plupart des altcoins, des protocoles, sont surévalués. Et donc, on va devoir revenir au statu quo des entreprises, de comment les entreprises dans la finance traditionnelle sont évaluées, pour essayer de s'en rapprocher le plus. Et généralement, on va parler de différents multiples, en fonction des différents indicateurs que vous allez prendre, pour essayer d'évaluer le potentiel de prix d'un altcoin, comme ce serait le cas d'une action. En ce qui concerne les tokens des différentes blockchains, l'histoire est un tout petit peu différente parce que là, on va parler d'infrastructure. On va pas parler de revenus, on va parler de ce que ça apporte réellement. Et pour le coup, je vais prendre l'exemple d'Ethereum parce que je pense que c'est l'exemple le plus parlant et le plus important qu'il faut aborder dans l'écosystème crypto aujourd'hui. Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation, c'est là depuis des années, c'est la base de la plupart de la TVL dans la finance décentralisée. C'est quand même l'une des crypto-monnaies qui a donné la naissance à toutes les autres blockchains d'infrastructure par la suite. Et pourtant, Ethereum a une année catastrophique aussi, malgré le fait qu'il y ait des ETF qui soient dispo sur Ethereum également comme sur Bitcoin, malgré le fait que Bitmain achète des milliards et des milliards, plus de 10 milliards de dollars cette année. Il me semble que c'est 12 milliards de dollars qui ont été dépensés pour acheter de l'Ethereum par Tom Lee, qui est le fondateur de Bitmain. Ethereum a une année catastrophique. Ce qu'il faut comprendre avec ces coins ou ces tokens d'infrastructure de différents blockchains, c'est qu'il n'y a pas réellement de méthode pour les évaluer. Et la réalité, c'est que si on prenait les mêmes indicateurs que pour la finance traditionnelle, comme on fait ça avec les protocoles, bon, en fait, l'écosystème devrait perdre 90%, voire plus de sa valeur. Donc, on va essayer de ne pas prendre les mêmes indicateurs et on va essayer de réfléchir un peu différemment. Et là, je vais prendre l'exemple de ce que Hassib, donc le managing director de Dragonfly, un VC crypto,
prend comme exemple, c'est qu'il faut le voir pas comme un actif financier, mais plutôt comme des villes qui doivent se développer, qui doivent mettre de plus en plus de choses en place, qui permettent en fait à différentes infrastructures et entreprises de vivre dessus. Et donc, il ne faut pas avoir la même valorisation pour ces tokens-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pendant que le Bitcoin a un côté très attrayant pour la finance traditionnelle et qui a une narrative plutôt claire, qui est défendue par énormément de gens, donc des personnes comme Larry Fink de chez BlackRock ou d'autres institutionnels assez importants, Ethereum aujourd'hui n'a pas de ce qu'on appelle un spokesperson ou une personne qui va en fait défendre les intérêts d'Ethereum auprès des investisseurs et qui va en fait créer un modèle qui permettrait de valoriser Ethereum à sa juste valeur. Et c'est pour ça aussi qu'on se rend compte qu'en fait, l'année 2025 pour Ethereum a été assez catastrophique. On se rend compte que l'actif qui est censé être l'ordinateur d'Internet a complètement sous-performé l'or digital ou le Bitcoin. Je ne pense pas que c'est un problème qui va pouvoir être résolu en 2026, puisque aujourd'hui, Ethereum Foundation n'est pas focalisé sur ça. On sait qu'il y a une roadmap technique pour Ethereum, on sait qu'il y a des choses qui vont être mises en place, mais la réalité de la chose, c'est que Ethereum n'a pas de narrative claire, identifiable et attirante pour les investisseurs institutionnels qui lui permettrait d'arriver au même rang que Bitcoin, c'est-à-dire un actif macro. Maintenant qu'on a abordé tous ces aspects-là, je pense que c'est assez clair que 2026, ça va être un peu une année où on va commencer à prendre nos marques. Ça veut dire que on a enregistré l'information que le Bitcoin était détaché du reste du marché crypto. C'est-à-dire que les altcoins ne doivent plus se contenter de lever à des valorisations qui sont complètement folles auprès de VC, parce que tout simplement, ils vont tous tendre inévitablement vers zéro. Il faut se rendre compte que les applications décentralisées, ou les dApp, ou les protocoles, vont devoir mettre en place des choses pour soutenir leurs tokens, que ce soit du buyback and burn, que ce soit du revenue sharing, que ce soit du staking, où il y ait très peu d'inflation. Mais la réalité, c'est que on va devoir changer la façon dont on percevait la crypto jusque-là. Pour 2026, la première chose à surveiller, en début de cette nouvelle année, ça va être: est-ce que les flux entrant dans les ETF reprennent? En fin d'année, on a vu quand même quelque chose d'assez flagrant, c'est que le Bitcoin monte, et lorsque le trading des heures américaines ouvre, le Bitcoin retrace toute la hausse qu'il a eu. Pour beaucoup, c'est dû aux institutionnels et aux investisseurs professionnels qui, en fait, après avoir investi dans les ETF crypto, Bitcoin en particulier, décident de vendre leurs ETF pour les raisons de taxes, tout simplement. Puisque vous avez un actif qui a sous-performé le reste de votre portefeuille, vous allez le vendre, enregistrer une perte pour payer moins de taxes. Beaucoup de gens estiment que c'est dû à ça. Et donc, logiquement, au mois de janvier, on devrait avoir les flux des ETF qui reprennent. La deuxième chose aussi, c'est que si aujourd'hui vous allez sur Twitter, vous allez sur n'importe quel réseau social, vous voyez un désintérêt complet pour la crypto. Que ça soit de la part des particuliers ou que ce soit de la part des gens qui sont là depuis plusieurs cycles, qui sont juste épuisés de 2025. On a eu une extraction qui était assez catastrophique cette année de la part du président des États-Unis, de la part du président de l'Argentine avec leur meme coin. On a eu Pump Fund qui a tiré vraiment des centaines de millions de dollars de l'écosystème crypto de liquidité. On a eu des pump and dump, on a eu des levées à des valorisations complètement folles qui, lorsque les particuliers reçoivent leurs tokens, vont inévitablement vers zéro. Les gens sont juste fatigués. Les gens sont fatigués de l'écosystème parce que, encore une fois, j'ai l'impression que chaque année on va répéter ça, mais on n'arrive pas à devenir plus mature dans cet écosystème. On n'arrive pas à comprendre que ce que la crypto était avant, on doit éviter de reproduire les mêmes erreurs. On doit s'éloigner du côté de gambling et avoir une image un peu plus sérieuse et d'avoir une vraie cohésion en tant qu'industrie. Et que notre façon de faire doit changer aussi. Je pense que 2026, ça va être une année où de plus en plus de gens vont le réaliser et de plus en plus de gens vont se dire « Ok, voilà les choses qu'il ne faut pas qu'on reproduise et voilà sur quoi il faut qu'on se focus. » Ça va être ça notre priorité à partir de maintenant. Je pense que j'ai assez parlé du marché. Le but c'était un peu de faire le point et il a duré un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu de base. Mais je pense que pour les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui vont regarder cette vidéo sur les autres réseaux, c'est assez important de comprendre les dynamiques du marché. Et on voulait aussi transmettre cette vision qu'on essaie de maintenir depuis des mois maintenant pour donner les meilleurs
clé en main pour tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez en savoir plus sur les prédictions que nous avons, nous venons de sortir un dossier de fin d'année qui fait 180 pages qu'on a rédigé avec 2 autres boîtes de recherche qui s'appellent Castle Labs et Aceflow. Il y a eu 13 analystes qui ont écrit dans ce dossier. Il y a eu 20 intervenants différents, que ce soit des market makers, des CEO, des gens de toute l'industrie. Et le rapport est disponible en français, comme chaque année. Il est totalement gratuit et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien pour acheter la version physique de ce dossier si vous voulez la recevoir chez vous en janvier et profiter d'une lecture au coin du feu, comme je suis en train d'enregistrer cette vidéo maintenant. Pour finir cette vidéo, j'ai envie de parler de Hawk Research, de ce qu'on fait, et un peu aussi partager un peu la vision que nous avions lorsqu'on a créé Hawk Research, et un peu vous aider à comprendre le raisonnement que nous on a et ce qu'on a envie d'apporter à l'écosystème. Déjà, lorsque Hawk Research a été imaginé, c'était assez simple. En France, pour s'informer dans la crypto, vous allez avoir des médias qui font un travail qui est largement correct par rapport à ce que le marché demande, mais vous n'aviez pas d'outils ou de plateformes qui vont aller beaucoup plus en profondeur. Vous n'alliez pas avoir de boîte de recherche, en fait, c'est ce qu'on appelle recherche dans la crypto, c'est-à-dire analyser de la data, regarder les nouvelles innovations réellement pertinentes et ce que ces innovations signifient pour les différents protocoles, les différentes crypto-monnaies, etc. Et vous n'avez pas en fait de plateforme pour le faire. Certes, il y a des formations qui sont créées, force aux guerriers, pour ceux qui ont la ref, mais en fait, il n'y avait pas d'outils que moi je recherchais personnellement sur le marché. Lorsqu'on a lancé Hawk Research il y a à peu près 1 an maintenant, on se disait, on va apporter cette nouveauté en France, mais également à l'étranger. On va montrer de quoi nous sommes capables et on va essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, avoir une boîte de recherche en France, ça peut vous apporter énormément de valeur, énormément de choses, plus que les médias. C'était notre constat de base. 1 an plus tard, je pense qu'il est temps de réfléchir un tout petit peu, vous donner un peu notre ressenti par rapport au côté français et le côté international, et expliquer un peu les réflexions que nous avons en interne. La première chose, c'est que lorsqu'on était un média avec Hawk Invest, sur Twitter par exemple, on avait une hausse assez conséquente tous les mois. Tout simplement parce qu'on traitait de l'info à la seconde, parce qu'on expliquait les trucs qui étaient assez bateaux et qui étaient assez simples à comprendre. Et la réalité, c'est que la plupart des gens ne cherchent pas à en savoir plus sur l'écosystème crypto. Ils veulent juste qu'on leur donne sur la main tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Nos statistiques anglophones, et c'est pour le coup la stat que je peux vous donner aujourd'hui, en 4 mois, on a eu plus de visiteurs anglophones sur le site que de visiteurs francophones, en ayant 5 fois moins d'abonnés sur notre compte Twitter, sur les autres réseaux, sans parler d'Instagram, sans parler de tout le reste. Et donc en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que certes, on voulait proposer ce service en français depuis le début, on s'y tient. C'est-à-dire, la plateforme est imaginée en français pour tous les contenus qu'on produit. Ça nous prend 2 fois plus de temps pour les retraduire en français, pour faire en sorte que ça soit correct et que ça soit plaisant à lire pour vous. On s'est efforcé de le faire depuis le début, on continue à le faire encore aujourd'hui, mais le problème c'est que on voit que l'intérêt réel pour la recherche ne vient pas de la France. Et je ne sais pas si c'est un problème qui est culturel ou de l'écosystème aujourd'hui, parce qu'on a eu trop l'habitude en France de se reposer sur les médias et sur des choses un peu plus simples au final à comprendre. Mais on avait envie de partager ça avec vous, c'est de dire en fait, aujourd'hui, et je pense que ça peut être un bon truc aussi pour avoir un soutien de votre part, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous recherchez aujourd'hui sur le marché crypto? Parce que autant on comprend que le côté anglophone, ça va rechercher de la data, ça va rechercher de la recherche, ça va essayer de trouver des nouvelles choses qui pop, des nouvelles narratives, essayer de comprendre comment le fee switch d'un tel protocole ou tel protocole va être fait, qui pour être impact sur le token, etc. Ou alors, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est juste de la news pure et dure, et qui en fait va juste vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'écosystème? Parce que, encore une fois, on voit que aujourd'hui, ce qu'on fait, ça marche beaucoup sur le côté anglophone et beaucoup moins sur le côté francophone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre Twitter. On publie du contenu en français dessus aussi. Et on voit que dès qu'on publie de la data, les gens, ils ne vont pas chercher à comprendre le protocole, ou aller chercher de la data, ou aller creuser le truc. Ils vont vraiment se contenter de regarder le visuel et passer à autre chose. Sachant que la plupart du temps, les gens, ils vont pas regarder le visuel. Et donc, la deuxième question que nous avons, c'est est-ce que vous utilisez Twitter aujourd'hui pour vous informer? Si vous l'utilisez, est-ce que vous regardez ce que nous on fait dessus? Et
Là, pour le coup, c'est une question vraiment ouverte. S'il y a des choses à améliorer, est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que, encore une fois, on a envie de comprendre un tout petit peu plus ce qu'on peut apporter à cet écosystème français et voir si ça rentre dans ce qu'on a envie d'être aujourd'hui en tant que Hawk Research. Pour finir, pour tous les gens qui voulaient déjà aller plus loin, plus tôt cette année, on a sorti la V2 de notre plateforme, Hawk Research V2, avec un abonnement premium. Alors non, ce n'est pas une formation, c'est... En fait, pour expliquer un peu le raisonnement derrière ça, c'est que depuis qu'on a lancé Hawk Research, on faisait du contenu hebdomadaire. C'était des longs articles, c'était des choses qui n'étaient pas forcément simples à produire, et c'était des trucs que nous, on avait envie d'aborder. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 utilisateurs francophones dessus. Donc si vous êtes utilisateur, déjà merci de nous avoir soutenus. Mais je vais plutôt vous poser une question pour les gens qui ne sont pas forcément abonnés. Et la question c'est, est-ce que c'est parce que vous ne nous avez pas vu qu'on avait sorti cette fonctionnalité? Est-ce que c'est parce que ça ne vous intéresse pas ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas compris? Parce que là aussi, on essaie de comprendre notre audience, on essaie de s'adapter à notre audience et on essaie d'apporter quelque chose au final qui répond à ce que vous recherchez. Donc voilà, ça ce sont toutes les questions que nous on se pose. C'est la question aussi que je pose à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont nous permettre en fait d'avoir une meilleure approche de ce que nous voulons faire en France. Pour clôturer cette vidéo, dans un premier temps, abonnez-vous parce qu'on va faire beaucoup plus de contenu sur YouTube l'année prochaine avec du contenu qui va être très différent de ce qu'on a fait jusque-là et qui va quand même s'inscrire dans un truc où on va vous donner les outils pour avoir un edge sur ce marché. Et on va aussi de plus en plus juste partager des choses avec vous, discuter un peu plus avec vous et essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas. On va donner un peu plus notre avis sur le marché, avoir des avis qui sont des fois un peu controversés, des avis qui en fait nous sont propres et à propos desquels on a envie de débattre aussi avec certaines personnes qui comprennent ce marché-là. Et on va aussi être plus authentique. Depuis le début, on s'est dit que être professionnel, être sur la pointe de l'info, comprendre toute la tech, c'était important, mais en fait, on se rend compte qu'on perd de l'authenticité et des discussions qu'on peut avoir avec les personnes dans cet écosystème, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a envie de changer. On a envie de changer cette façon d'aborder les choses et on a envie d'ajouter plus de nous. Juste plus de nous dans tout ce qu'on publie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année. Si vous avez apprécié notre contenu, si vous nous suivez depuis un moment, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner et suivre notre contenu, juste donner de la force en fait. Vous pouvez vous abonner à Hawk Research Premium, le lien sera toujours dans la bio. Et petite surprise pour la vidéo, pour ceux qui arrivent à la fin, le code promo pour l'année qui vient, c'est 2026, moins 20% sur tous les abonnements, voilà, pendant une semaine. Vous pouvez acheter le dossier de fin d'année, si vous voulez, si ça vous intéresse à le lire chez vous. Et surtout, pour finir vraiment cette vidéo cette fois, le marché crypto est un marché très compliqué. On voit beaucoup de gens y rentrer et sortir quelques mois plus tard. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de force mentale de la part des participants. Donc juste faites attention à vous parce que certes la crypto c'est cool, mais ne vous épuisez pas. C'est un écosystème qui peut prendre énormément de vous, tout simplement. Et prenez le temps de souffler en cette fin d'année pour revenir en janvier en espérant voir un marché qui sera un peu plus ouvert. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et